y a plein de faits qui ont fait que on se disait, j'avoue, cette CAN-là, elle est bien. Ouais. Après le quart de finale, forcément, j'ai envie de le jouer. Je vois la compo, je joue pas. Vert. T'as le contrat pro du Paris Saint-Germain. C'est quoi les options que t'as à cette époque-là et pourquoi tu fais le choix que tu fais? Parce que comme je t'ai dit, quand j'ai regardé la fiche, il y a des trucs que tu comprends pas. Ouais, je me dis, mais là, fallait tourner à droite. Pourquoi il a tourné à gauche? Je suis totalement d'accord avec toi. Salut l'équipe, très content de vous retrouver pour la première partie du 43e épisode du podcast. Et pour cet épisode, on accueille Dylan Batubinsika. Bon, je vous cache pas qu'aujourd'hui, c'est un épisode très spécial pour moi parce que Dylan est international congolais et il m'a fait l'honneur d'accepter mon invitation et de venir parler avec moi de la sélection de la RDC et de la CAN du siècle qui vient tout juste de se dérouler en Côte d'Ivoire. Bien évidemment, on va pas faire que ça, on va retracer toute sa carrière et ce qui est particulier, c'est qu'avant qu'on enregistre, Dylan m'a prévenu, il m'a dit: aujourd'hui, je parle sans langue de bois, je dis toute la vérité et vous allez rapidement vous rendre compte qu'il n'y est pas allé de main morte. Donc avant de lancer l'épisode, je vous invite à vous abonner. Pour tous ceux qui l'ont déjà fait, c'est grâce à vous que j'arrive à recevoir des invités comme Dylan aujourd'hui. Et pour les autres, il est jamais trop tard pour contribuer. J'ai assez parlé, donc sans plus tarder, bienvenue au cœur du jeu. Dylan Batubinsika, bienvenue au cœur du jeu. Merci, bonjour. Est-ce que tu peux te présenter pour les gens qui te connaissent pas? Alors, pour ceux qui me connaissent pas, je m'appelle Dylan Batubinsika, je suis défenseur à l'AS Saint-Etienne depuis cette saison, depuis cet été. Et voilà, je pense qu'on va parler de mon parcours plus tard, mais voilà, défenseur central. Ok, j'ai été surpris parce que moi, c'est Kobe qui nous a mis en relation. Je te connaissais pas avant que Kobe m'en parle. Et je me suis dit, bon, vous avez été ensemble au PSG, donc t'as dû rester là, t'as dû faire PSG, après peut-être la Ligue 2 ou que sais-je. Et puis c'est quand je me suis plongé dans ton parcours que j'ai été surpris de la trajectoire que t'avais suivi. Ouais. Donc ça, on va en reparler plus tard. J'ai envie de commencer quand même avec la CAN du siècle à laquelle tu viens de participer. Est-ce que toi en tant que joueur, est-ce que tu l'as ressenti qu'elle était différente celle-là des dernières CAN? Ouais, après en vrai, c'est la première CAN que je fais. Donc du coup la comparaison, elle est faite de distance, tu vois. Mais en fait, au vu des scénarios qu'on a vus, nous quand on regardait les matchs, quand on était dans les campus CAN et tout, et notre parcours à nous aussi, tu vois, tout ce qui s'est passé, ne serait-ce que le signe qu'on a fait, nous, la RDC, qui se passait dans notre pays. Bref, il y a plein de faits qui ont fait que on se disait, j'avoue, cette CAN-là, elle est bien. Ouais. Et après, on entendait ce qui se passait, ce qui se disait ailleurs et tout ça, en France ou n'importe où. Et tu vois, il y avait de bons échos de la CAN. Tu vois, nous, on était à l'intérieur, ça nous posait des questions, c'est comment là-bas? Parce que, de l'extérieur, ça a l'air d'être carré, tout ça. Ouais. Et nous, franchement, on a vécu un truc de fou et ça a été ma première CAN. Ça a été une CAN de fou. D'après les internautes et les journalistes, ils ont tous dit que c'était la meilleure CAN peut-être depuis toujours. Ouais. Donc ouais. En vrai, on a senti en tout cas que c'était du sérieux, tu vois. Ouais. Et toi, première CAN, c'est comment de la vivre? Parce qu'en plus, c'est ta première CAN. Et là, t'as quoi? T'as 28? Ouais, 28. Donc tu la vis un peu tu la vis sur le tard, entre guillemets, ta première CAN. C'est comment de la vivre à ce moment-là? Franchement, je sais pas, j'ai kiffé. En vrai, c'était kiffant, tu vois, genre, le fait de la faire avec mon pays, en sachant que ça fait des années qu'ils avaient pas été qualifiés, enfin, quelques années qu'ils avaient pas été qualifiés à la CAN. On a vu l'engouement, au final, je suis international depuis peu, tu vois, genre, ça fait, depuis juin dernier, ça faisait même pas un an. Pour la majorité de l'équipe, c'était pareil. Donc, du coup, on a vécu un truc de fou en peu de temps, tu vois. Pendant les qualifications, c'était chaud et tout. Ouais. Et là, on est arrivé dans la CAN. Genre, il y a eu une euphorie autour de l'équipe. La RDC, tu vois, ça fait toujours parler. Donc, j'ai senti la responsabilité, les trucs et tout. Ouais. C'était émotion de fou à chaque match, même des ressentis que genre des sentiments que j'avais jamais ressentis dans un match de foot.
Tu vois, une pression incroyable, mais genre, Ouais. c'était un truc de fou. Et ça, quand tu dis, par exemple, des émotions que t'as jamais senties, euh, est-ce que t'arrives à canaliser ça pendant? Là, avec le recul, est-ce que, par exemple, sur toute cette CAN, est-ce qu'il y a des matchs où tu te dis, ah ouais, là, j'ai bien géré la pression, et certains matchs, tu t'es dit, vas-y, j'ai fait mon match, mais j'avoue que là, je l'ai senti un peu. Ouais, en vrai, déjà, en vrai, la compétition, elle a été un peu tronquée pour moi. Enfin, la mienne. Hmm. Dans le sens où j'ai pas joué le temps de jeu que j'espérais, je pensais Ok. jouer. Tu vois. Donc, Ouais. des hauts et des bas un peu. Je commence la compétition, je suis suspendu. Donc Ouais. là, tu vois, je suis en dehors de l'équipe, je vois le match d'un œil de spectateur entre guillemets. Hmm. Après, je rentre dans l'équipe, je joue un petit peu, je joue pas, je joue. Donc c'était chaud. Ouais, il y a des matchs, par exemple, le huitième de finale contre l'Égypte. Hmm. J'avoue là, je me dis dans ma tête avant le match, et là c'est huitième de finale, huitième de finale de la CAN, d'une compétition internationale. J'ai Là, j'ai jamais joué un match aussi prestigieux que celui-là. Genre dans ma Hmm. tête, déjà c'est En ça. plus, contre l'Égypte, c'est pas n'importe quelle, Ça, c'est la n'importe quelle deuxième nation. partie, l'Égypte. Genre, je me dis, l'Égypte, ils ont gagné 7 fois la compétition. Les gars Hmm. connaissent déjà. Et tu vois, franchement, j'avais la pression. Après, tu vois, une fois que le match il commence, t'es stressé au début. Après, ça va un peu mieux. Mais moi, le scénario, moi, personnellement, c'est je fais un penalty, première mi-temps. Ouais. Ah, tu vois, après, vas-y, c'est un penalty que, vas-y, je peux être excusé parce que c'est pas une erreur Ouais, manifeste. ouais, ouais. Et, C'est sur le duel aérien où tu prends tu mets le coup de coude, ouais. exactement. Mais quand même, genre, je me dis, on joue pour le Congo. Tout le pays, ça a arrêté, il nous regarde. Hmm. Tu vois, là, j'ai des responsabilités. Le fait d'avoir fait le penalty et tout, tu vois, tu vois, ça me remet un peu de stress, un peu de, j'ai pas fait ce qu'il fallait. Ouais. Bref. Après, on connaît les Égyptiens. Là, ils sont rusés, tout ça. J'ai cherché mon deuxième carton jaune. Ouais. Là. Donc, du coup, avec certains faits de la partie, genre, ça m'a un peu fait passer pas à côté du match, mais c'était pas le match que j'espérais faire, tu vois. Ok, ouais. Donc du coup, sur ce match-là, j'avoue que l'enjeu peut-être, et moi, la pression peut-être que je me suis mis a fait que, tu vois, j'ai pas fait le match que j'attendais de faire. Hmm. Mais après, sinon, sur tous les autres matchs, j'ai kiffé. Ouais. Après ce match contre l'Égypte, les deux matchs qui suivent, t'es plus titu. Ouais. On sait que en tant que joueur de foot, ouais, on a dit c'est collectif, tout ça, mais on a envie de jouer. Ouais. Quand on est sur le banc, c'est dur d'être sur le banc avec le sourire. De ouf. Dans un contexte comme ça, dans une compétition comme ça, et en plus, tu sais, vous passez après l'Égypte. Donc ça veut dire que la compétition, elle continue. T'as envie de jouer ces matchs-là. C'est quoi un peu le mix d'émotions qui se passe en toi? Est-ce que je comprends le contexte, donc je passe outre mes sentiments personnels, mais vas-y, fais chier, j'ai quand même envie de jouer. Toi, comment tu vis tout ça? En vrai, c'est une partie compliquée du foot et de la compétition en général, tu vois, dans les sports co. Genre, tu vois, tu te dis quoi? Bah là, après le quart de finale, forcément, j'ai envie de le jouer. Ouais. Je vois la compo, je joue pas. Hmm. Vert. C'est la rage. J'ai trop de rage, tu vois. Mais genre, tu vois, je suis déçu parce que je sais que déjà toute ma famille regarde la compétition, que moi j'ai envie de jouer forcément. J'ai envie aussi de entre guillemets me rattraper du match précédent. Ouais. J'ai envie de faire une bonne compétition et ça passe par une bonne quart de finale aussi, tu vois. Après, tu vois si tu fais le fâcher, or t'es en équipe nationale, c'est pas pareil qu'en club encore. Ouais. C'est l'ampleur, elle est plus grande. Genre, tu représentes une nation, un pays. Donc, que tu sois sur le banc ou titulaire, tu dois te la donner, ou tu dois être, tu vois, je vois. en esprit, t'es là. Or que, et du coup, tu peux pas montrer trop tes états d'âme. En plus, on a un sélectionneur qui est pointu là-dessus, tu vois. Ça veut dire, j'essaye de garder la face, j'essaye vas-y. En vrai, quand je suis sur le banc, c'est compliqué d'être, genre de vivre le match, parce que toi, normalement, t'es censé être sur le terrain, pas sur le côté. Mais après, voilà, j'ai fait de mon mieux parce que je sais qu'on représente une nation, je savais que, tu vois, l'objectif, c'était d'aller le plus loin possible. Exactement. Si je veux me donner une chance de rejouer encore dans la compétition, faut qu'on passe. Ouais, faut qu'on passe. Après, voilà, donc ça veut dire, on était dans la compétition, on passe en quart de finale, je joue pas, j'ai la rage, mais vas-y, on joue, on gagne. On gagne, là, je me dis, on a gagné, c'est bien. Peut-être que je jouerai en demi-finale un petit,
mais je sais très bien, je suis pas bête, je vais pas faire le match, tu vois. Mais bon, après, tu vois, on est en train de faire un truc historique aussi. Enfin, historique, on a déjà allé en demi-finale, mais tu vois, c'est un très beau parcours pour ce qu'on c'est clair. attendait de nous. Exact. Donc, surtout la poule au début quand ça a commencé, le match contre le Maroc où on s'attend. Tous les Marocains m'ont dit mais vous allez vous faire taper. J'ai dit regarde-nous bien. Et puis au final on fait un vrai match. Je suis avec vous donc on fait un vrai match. Ouais. Hein, donc c'est clair que on nous attendait pas là et même avant la Côte d'Ivoire, là même nous on commence à se dire peut-être que c'est notre année là. Non, de ouf. Ça fait 10 minutes que t'es là. Abonne-toi. De ouf, ça veut dire, j'ai pas joué les 2 matchs, mais tu vois, j'étais là en mode, vas-y, faut qu'on gagne quand même. Faut qu'on gagne. On va le plus loin possible. Dans tous les cas, le palmarès, c'est le même pour moi, comme pour ceux qui jouent. Tu vois. Clair. Donc, vas-y, c'est toujours mieux d'avoir été remplaçant dans une équipe qui finit championne ou qui va très loin dans une compétition que remplaçant dans une équipe qui est éliminée en 8e de finale ou en... C'est clair. Tu vois. C'est clair. Donc voilà, après ça, vas-y, tu passes à côté, et vas-y, tu supportes, tu vois. Même si c'est compliqué. Et après, il y a cette élimination-là contre la Côte d'Ivoire. Ouais. Et c'est pour ça que je voulais savoir j'avais même noté dans mes questions là, d'un point de vue individuel, comment ça s'était passé, parce que, au final, comme t'as dit, t'as un faux départ sur la compétition parce que t'es suspendu. Ouais. Tu joues les matchs. Après, il y a le penalty et puis, les Égyptiens qui essaient de te faire expulser. Donc, le coach, il prend la bonne décision de dire, tu sors. Exact. Après, l'équipe gagne. Finalement, on perd en demi-finale contre la Côte d'Ivoire. Ouais. On perd aussi la finale de bronze, mais tu termines la compétition avec un gros match. Ouais. Donc, c'est un peu de savoir comment, au final, tu ressors avec quel verdict de ta compétition. En vrai, tu vois, le dernier match là de classement, moi je l'ai pris d'une manière très sérieuse et tu vois, je savais que ce match-là j'allais jouer. Au final, on est éliminé, on a tous le seum. J'aurais aimé qu'on aille en finale et qu'on gagne, tu vois. Finalement, on gagne pas, on est éliminé, mais ça me permet quand même de jouer un dernier match. Tu vois. Et puis aller chercher une médaille de bronze, c'est pas rien aussi dans cette finale. On savait que c'était un match qui comptait. C'est vraiment une petite finale. C'était vraiment une petite finale pour nous aussi. Et du coup, là, je me dis, non, je vais aller au match là. Faut que je finisse ce match en étant homme du match. Ça, tu te le dis avant le match. Au moment là, j'ai dû dire à ma femme, ou moi, j'ai fait mes prières, j'ai prié Dieu pour que Dieu dans le match. Faut qu'au moins, je termine sur une bonne note que, voilà. Parce que sinon, j'aurais un goût amer de la compétition, tu vois. Ok, ouais. Je serais content pour l'équipe, pour le pays, mais ma situation personnelle, je serais pas content. Parce que c'est pas assez. Et donc je vais au match comme ça, là dedans, le match il est difficile parce que l'Afrique du Sud il joue bien. Ouais. Et finalement j'arrive à faire un bon match. Donc du coup au final je sors après j'ai le trophée. Donc je sors de la compétition en me disant c'est un avis mitigé quand même parce que vas-y j'aurais aimé jouer tous les matchs et avoir le temps de monter en régime, tu vois, et voilà, montrer ce que je sais faire au niveau international. J'ai pas eu l'opportunité, mais au moins, tu vois, je termine avec ce trophée qui veut dire quand même quelque chose, tu vois. Si en petite finale d'une coupe internationale et que tu finis meilleur joueur de ce match, c'est quand même que, voilà, tu sais faire des choses. Ouais, c'est pas rien. Donc j'étais fier après d'avoir ça. J'étais fier d'avoir ça. Et, mais c'est sûr que la prochaine CAN, là, je repars, mais c'est pour jouer. Ouais. Et si on, juste avant, tu parlais du fait que tu étais international depuis peu. Ça m'intrigue, ça. Pourquoi t'as mis aussi longtemps à être appelé en sélection? Il y avait des petites touches il y a quelques années. Ouais. Ça a jamais été le coach principal à l'époque qui m'avait contacté, mais j'avais eu peut-être d'un adjoint ou quelqu'un de la fédération, bref, des trucs comme ça. Mais je sais pas, à ce moment-là, je me disais, je trouve que c'est pas assez structuré, genre. Ok. J'avais un œil extérieur. Ok. Et je trouve que c'était pas assez organisé, tu vois. J'avais l'impression que c'était pas pro. Moi, tu vois, j'étais formé, là où j'étais formé, c'est carré. Donc, ça veut dire que je suis habitué à ça. Donc, du coup, c'est un des aspects qui a fait que, genre,
j'avais le frein à main en mode, j'y vais, mais est-ce que c'est pour après arriver là-bas, l'organisation c'est n'importe quoi, ça fait n'importe quoi, tu vois. Donc Ouais, je vois. j'étais encore sceptique à l'idée d'aller en sélection. Et après le temps il est passé, j'ai grandi, je me suis dit, non, déjà le gros changement, c'est qu'il y a eu le sélectionneur qui est arrivé. Et ce sélectionneur-là directement, il m'a contacté et il m'a tout expliqué, il m'a dit ce qu'il avait fait, tout ça. Franchement, il a fait un boulot de fou, tu vois. Donc du coup, j'ai vu que là, ça ressemble à ce qu'un joueur il veut avoir, tu vois, dans la sélection et tout, et ce qui doit être dans une sélection. Et du coup après, j'ai peut-être repoussé une fois ou deux, genre en mode je veux me concentrer parce que c'était un moment important dans ma saison, dans ma carrière. Donc je voulais faire une carrière pleine, une saison pleine pardon. Je jouais beaucoup de matchs parce que je sortais d'une saison qui était aussi un peu mitigée aussi. Il fallait que je joue et je me suis dit vas-y, je vais pas aller rentrer dans la sélection et être à moitié en mode vas-y, déjà je fais les voyages, ça me fatigue, je vais là-bas, tu vois, jouer entre les deux, j'étais pas encore prêt, j'avais l'impression. Okay. Et ça j'ai une question pour toi parce que comment dire, il y a toujours deux réalités dans le foot. Il y a l'œil extérieur et il y a la réalité de la personne qui vit la chose. Et là par exemple, tu me parles de ton ressenti, de toi qui je grossis l'histoire, tu me dis si ça colle ou pas. Tu joues au foot depuis tout petit, tu fais des sacrifices, tu fais des efforts pour atteindre un certain niveau en termes de performance et atteindre un certain niveau, un certain statut dans le monde du foot. Ouais. À côté de ça, il y a l'histoire de la sélection, c'est le plus grand honneur. Quand la sélection t'appelle, t'as jamais le droit de dire c'est pas le bon moment, t'as jamais le droit de dire non, t'as jamais le droit de dire tout ça. Mais la réalité, c'est que t'as ta carrière et t'as ton ambition et des fois, c'est vrai que le timing, c'est peut-être pas le meilleur. Ouais. Donc, ma question, en fait, c'est comment tu réconcilies ces deux choses-là? Parce que d'un côté, les supporters, nous, on est là, on dit, mais moi, dans la situation dans laquelle tu m'appelles en sélection, mais je viens à pied. T'inquiète. Je sais pas nager, mais s'il faut traverser la mer à la nage, je tente. C'est pas grave. Si ça passe pas, ça passe pas. Mais toi, t'as ta réalité qui fait que, ok, la sélection m'appelle, mais je veux qu'elle soit d'un certain standing et je veux qu'elle arrive au bon moment pour moi, pour que moi aussi je puisse donner le meilleur de moi-même à la sélection. Donc comment tu jongles avec ça? Bon, moi je vais te dire les vérités. La vérité. La vérité, c'est que, regarde, les gens ils vont toujours dire quoi? Ils vont dire, ou peut-être ils m'ont déjà dit, mais là t'as attendu, peut-être le deuxième ou troisième appel avant d'arriver parce que t'étais concentré sur ta saison. Si l'équipe dev serait venue te chercher, est-ce que t'aurais dit ça? Mais ça, je sais que les gens vont se poser la question. Claire. Après, j'ai envie de dire, en gros, c'est l'équipe pour nous, dans notre en vérité, à la base, des bases. Parce que c'est marrant parce que quand je vais parler après de la sélection, tu vas comprendre. Ouais. Mais là, j'anticipe juste et ça me fait rire parce que avant tu m'as dit, j'ai rien à cacher, je vais parler cash, et là je me dis, ah ouais, il est en train de le faire. Non, pour dire que je sais que les gens vont poser la question. Ouais. Donc nous, on est formaté quand on est en formation et tout, et quand on est jeune, on est né en France, on est né en Belgique pour certains, on est formaté on joue bien, on va en équipe de France depuis tout jeune, U16, U17, tout ça. Notre rêve, c'est d'aller en équipe de France A. On a vu, quand on était petit, on a vu Zidane, on a vu Thierry, on a vu, tu vois, Barthez, ou je sais pas qui. Ouais. Donc, du coup, nous, surtout en tant que personne née en Europe, genre, dans notre tête, c'est l'Europe. On regarde l'Euro, on est trop content. Ouais. L'image que les gens ont donnée de la CAN, c'est Bourbier. Par exemple, je te parle de la CAN, qui représente l'Afrique, c'est Bourbier. Ouais. Les terrains sont gâtés. Les gens mettent des tacles à 2 pieds, ça casse les jambes. Exact. Ouais. En fait, on a cette image-là. Si je te donne la description de la CAN quand on était jeune, de la CAN et de l'Euro, tu te dis, mais wesh, je préfère aller à l'Euro. À l'Euro, il y a les grands joueurs, à l'Euro, ceci, cela. Et du coup, on est formaté à vouloir l'équipe de France. Quand j'ai commencé, moi, encore à 19 ans, 20 ans, genre, tu me dis, ouais, tu choisis le Congo ou la France? Je me dis, wesh, il y a même pas photo, je choisis la France. Tu vois, Ouais. Et du coup,
c'est ce qui un peu nous oriente notre carrière, tu vois, genre parfois, par exemple, on va repousser le Congo ou notre équipe africaine parce qu'on attend Parce le que pays peut-être que, ouais, je vois. celui-là. Et c'est ça qui fait qu'au final, dans mes premières années de carrière, j'attendais la France. Moi, je dis, attends, j'ai une carrière, je vais faire ça pour ça. J'espère que j'aurai ce club-là parce que je vais attirer la France et ceci, cela. Et aujourd'hui, moi, mon œil, genre, je me sens bête d'avoir pensé ça, tu vois. Parce que pour moi, il y a beaucoup plus de mérite et beaucoup plus d'engouement et tout ça à jouer avec notre pays d'origine. Pour moi, pour nous, le Congo. Ouais. C'est l'engouement, ce que ça représente pour les habitants du Congo. Ouais. Et même pour la famille qui entoure. Voilà, la famille, mes parents. C'est un truc que, par exemple, si je serais parti en équipe de France, ce serait pas le même sentiment. Mon père, il sera fier, mon père, il serait fier, ma mère, elle serait fière parce que, ouais, on est en équipe de France, et en plus, on vit en France. Ouais. France, ça claque. C'est clair. Mais aujourd'hui, pour le Congo, je dis, mes parents sont trop fiers, trop fiers. Et genre, j'aurais pas imaginé que ça avait un tel impact. Demain, si on est qualifié pour la Coupe du Monde, ça a été tellement rare pour le Congo. Si tu te qualifies avec l'équipe de France, c'est normal. Ouais. Si tu te qualifies pas, c'est bizarre. Avec le Congo, tu te qualifies, mais je crois que c'est fini. Ouais. Je veux dire. Et là, le fait d'avoir vécu ça, vécu la CAN, j'ai compris que non, il y a un truc en Afrique qu'il n'y a pas ailleurs. Tu vois, il n'y a pas en Europe. C'est l'engouement, c'est la ferveur, c'est à combien ça coûte, tu vois, genre combien c'est important pour le peuple de jouer pour l'équipe nationale. Non, c'est clair. Je suis trop fier. Non, ça se tient. Et puis même des fois, ce qui moi me déplaît juste dans des fois cette discussion-là ou ces débats-là, c'est que au final, c'est un peu des fois comme choisir. C'est pas exactement la même chose, mais l'analogie que j'ai dans ma tête, c'est un peu choisir entre ton père et ta mère. C'est ça. C'est que tu peux pas faire un choix. Des fois, j'ai l'impression aussi qu'on force les gens à dire, bah, t'es né en France. T'as pas le droit d'aimer le pays où t'es né et t'as pas le droit de vouloir représenter ce pays-là. Et c'est là où je trouve ça bête, en fait. Je me dis, mais c'est stupide. Bah, tu vois, t'es né ici, t'as grandi ici et tu t'aurais pas le droit de vouloir dire, bah, j'ai envie de représenter ce pays-là. Bah non, ça a aucun sens. Et puis, ce que je trouve vraiment, vraiment bête et ce que je comprends vraiment pas, c'est qu'au final, ça, c'est un discours qui se tient en public. Mais au final, à chaque fois que tu parles avec quelqu'un qui est né en Europe et qui a des racines en Afrique, c'est toujours la même discussion. C'est j'aime bien le pays où je suis, mais j'ai une attache particulière au pays de mes parents. Donc j'aime les deux. Mais quand on est en public, non, t'as pas le droit de dire ça. Tu dois être non, moi depuis tout petit, je voulais représenter la RDC. Si la France voulait m'appeler, j'aurais dit non. Tu vois, à nous. Tu peux pas nous la faire à nous. Non, mais là c'est faux. Ouais. Après, mais c'est délicat, tu vois, parce qu'au final, il y aura toujours des mécontents. C'est clair. Si tu dis ça, peut-être les supporters de ton pays, donc pour nous le Congo, les Congolais vont dire vas-y toi, vas-y t'es un Français, t'es pas un Congolais, tu vois. Voilà. Donc au final t'es un Français, t'es pas un Congolais, et en France, ben on va dire mais t'es un Congolais, t'es pas un Français. Alors, tu vois. Ouais, c'est clair. Ouais, c'est délicat, mais après voilà, faut faire un choix. Faire avec. Aussi t'as des rêves depuis tout petit de jouer dans quelque chose. C'est clair. Si tu peux t'y tenir aussi, et vas-y, t'as décidé que tu voulais jouer avec l'équipe de France. Ta carrière permet que t'as le choix de l'équipe de France et le choix du Congo. Tu choisis celui que tu veux, celui qui te parle le plus, tu vois. C'est clair. Et voilà. Si on repart au tout début, t'as été formé au PSG. On va pas faire ça comme ça. Non. Là, j'ai mis une casquette de journaliste. Je vais pas faire ça comme ça. On va y aller dans la continuité. Ok. Là, il y a eu la CAN avec la RDC. Ouais. Les prochains objectifs en sélection, c'est quoi? Parce que moi, quand je pense à l'équipe de la RDC, derrière, je vois Kaloulou à droite. Et son nom, il est écrit. Ouais. Je vois Mbemba dans l'axe. Son nom, il est écrit. Maswako à gauche, son nom, il est écrit. Il y a qui à côté de Mbemba? Et c'est là où des fois c'est délicat, mais
Je veux savoir déjà individuellement, c'est quoi ton ambition avec la sélection pour la suite? Moi, mon ambition, c'est d'être le titulaire. Je sais que Chancel, il va, un jour ou l'autre, il va arrêter, tu vois. Genre, il fait partie des plus âgés, avec les Masuaku et tout. Il y a une génération qui va passer à un moment donné. Ouais. Et il y a une nouvelle génération qui est en train de se faire, là, que le coach, il est en train de travailler pour se faire. Et dans cette génération, j'ai envie d'être un taulier, hein, pas trop, tu vois. Et, presque prendre, je vais pas me mettre la pression sur ça, mais presque prendre la succession de Chancel dans le sens où, voilà, Chancel, il est parti. Ben forcément que dans la hiérarchie, je serais l'un des plus anciens en défense, tu vois. Et moi, si j'ai encore la chance d'être appelé, tout ça. Et voilà, ce serait de prendre le lead défensif, on va dire, parce que de mon poste, en vérité, on a un poste de leader. C'est clair. Donc du coup, prendre le lead et être indéboulonnable. Maintenant. Voilà. Continue. Non, mais non, c'est ça. Et pour atteindre cet objectif-là, est-ce que... Ok, regarde. Tu m'as parlé de quand t'es arrivé en équipe en équipe nationale. Ouais. Avant, tu m'as dit, j'ai ma carrière, j'étais en train de faire une grosse saison. Donc, t'as fait un peu le choix de la sélection en fonction de ce qui se passait en club. Maintenant, t'as un objectif en sélection. Ouais. Est-ce que maintenant, cet objectif en sélection-là, il va dicter un peu les choix que tu vas faire en club? Bah ouais, en vrai, si tu vois, si je vois que j'ai un choix à faire par exemple cet été, mais qui me ferme les portes de la sélection, ben j'irai pas. Ok. Parce qu'en vérité, il y a un gros objectif avec l'équipe nationale, c'est la Coupe du Monde 2026. Moi, je pense qu'on peut y aller de ouf. En plus, il y a plus d'équipes. Et si je te coupe 2 secondes, moi, elle est particulière dans mon cœur parce que moi, je viens du Canada. J'ai grandi au Canada. Chez toi? Donc, elle est chez nous. Si le Congo peut, oh là là, franchement, ça serait le feu. C'est le Canada, c'est les États-Unis. Là, c'est la Coupe du Monde où il faut y être, tu vois. Et du coup, c'est l'objectif déjà pour, je pense, la fédération, pour le coach, c'est l'objectif vraiment. Après, il y a une CAN entre-temps et tout ça, mais genre, oui, pour rester dans le viseur du coach et tout ça, faut aller dans un club qui est compétitif. Aujourd'hui, il y a de plus en plus de concurrence pour l'équipe nationale. Il y a de plus en plus de joueurs qui vont venir parce qu'ils voient que c'est devenu quelque chose de, voilà. Et du coup, ça va faire que la concurrence, ça va être, aujourd'hui, c'est pas parce que t'as choisi d'aller au Congo que tu vas être titulaire, genre, parce que. Exactement. L'européen, non. Ouais. Là, maintenant, tu peux aller au Congo et t'asseoir, ou tu peux être éligible et ne pas être sélectionné, tu vois. On arrive à ce point-là. Donc ça, c'est très bien pour la nation, pour le pays, de ça. Mais maintenant, voilà, c'est compétitif. Donc ça veut dire, faut pas faire n'importe quoi. Je vais pas aller jouer, je sais pas où là. Et voilà. Et, tu vois, mon objectif, c'est d'aller à la Coupe du Monde 2026. Et là, faut que j'ai le chemin qui me permet d'y aller, tu vois. Ok, ben là on va boucler la boucle. On est à la fin de l'histoire. On va repartir au début et puis on va voir où ça nous mène. T'as été formé au PSG. T'arrives à quel âge à Paris? À 8 ans. Ok. Ouais. Genre, je commence le foot à Cergy. Ok. Cergy, à l'époque, c'est un club qui n'existe plus parce qu'il a fusionné avec un autre. D'accord. Et je commence le foot à 7 ans parce que Moussa Dembélé, qui était dans l'école primaire avec moi, lui, il jouait déjà dans l'équipe, dans le club de l'US Cergy. Ok. Il viens jouer avec nous parce qu'on fait que jouer dans la récré, le cours de récré, tout ça. Donc j'y vais. Et je joue une saison avec lui. Des fois on est surclassé, tout ça. Le PSG on fait un tournoi comme ça avec le PSG dedans, Gonesse et je sais plus qui, et on bat le PSG. Ok. Où à l'époque j'étais attaquant, donc ça veut dire à l'époque je mets 2 buts. Moussa il me fait 2 passes. Donc du coup le PSG il demande à lui et moi d'aller faire un entraînement avec eux. En vrai, test du coup. Ouais. Et du coup on va et depuis ce jour-là, on a intégré l'académie du Paris Saint-Germain à 8 ans. Et est-ce que à ce moment-là, bon, c'est un peu tôt, mais j'ai une première question là-dessus. Quand est-ce que tu te dis, ok, maintenant le foot c'est sérieux? J'aimerais savoir c'est quoi l'âge où tu te dis ça, où tu te dis,
où tu te dis vraiment, je veux faire carrière dans le foot et vas-y, maintenant on va dire, je vais faire tous les efforts pour y arriver. Parce que ça, on en rêve depuis tout petit, mais il y a un moment souvent où on se dit, ok, maintenant je vais vraiment bosser pour y arriver. Mais je pense que c'est arrivé au centre de formation, là où vraiment, là ça commence. Genre, là, on devient un peu plus développé, on commence à faire des tournois internationaux, on est parti au Qatar, je sais pas où, on joue Juventus et je sais pas quoi. Le championnat, du coup, il est plus que avec des clubs amateurs, parce que tu vois, quand t'es en U15DH avant, à l'ancienne U15DH, U14 là, tu joues contre Brecini, Drancy et tout ça. Le fait que t'arrives en U17, tu commences à jouer, tu vas à Lorient, tu vas à truc. Ok, ouais. Tout ça, t'as une vie professionnelle, mais tu vois, en formation. Donc, du coup, de ce moment-là, là, à partir de l'entrée au centre de formation, j'ai dit non, là, faut aller au bout, tu vois. Ouais, je vois. Ok. Et mais avant ça, t'es au PSG. T'arrives avant les Qataris? Ouais. Donc t'as connu la fin du PSG pré-Qatar et t'as connu une fois que les Qataris sont arrivés. C'est quoi la différence que toi t'as vue? Nous, ça a commencé déjà par exemple, notre pré-saison. C'est tout bête, hein. Mais la pré-saison. Avant les Qatars, où genre c'était en mode, je sais pas si c'est à la française, je peux dire ça, mais c'est genre très athlétique. Ça court beaucoup. Tu vas en forêt, tu touches pas le ballon. Ouais. Et la première semaine, les 2 premières semaines, tu vois. Dès qu'ils sont arrivés, la pré-saison, elle a changé. Genre, c'est-à-dire, maintenant, il y a plus de courses. Tout se fait sur le terrain. Enfin, il y a des courses, mais genre, mi-temps, tout se fait sur le terrain. Que des 15-15, des trucs. Une fois VMA, mais sinon, tout se passe sur le terrain. Moi, pour un gars comme moi, déjà, c'était une bénédiction. J'étais trop content. Et bref, ouais, c'est l'un des changements qu'on a vu. Ensuite, après le reste, ça s'est fait genre au fur et à mesure, tu vois. Genre, je pense que déjà, on a vu les joueurs qui venaient au club. Le passage pour aller chez les pros, il était un peu plus compliqué. Il fallait vraiment être chaud pour y aller. Ouais. Et ça, toi, à l'époque, tu vois ça de quel œil? Parce que voir des gros noms arriver, d'un côté, tu peux te dire ah ouais, je peux peut-être jouer avec ces gars-là, mais comme t'as dit, de l'autre côté, la porte, elle est un peu plus fermée. C'est plus dur. Ouais. Bah ouais, là, on se dit que pour aller, tu vois, je sais pas moi, Thiago Silva, Marquinhos, ils sont là en pro. Tu te dis mais là, c'est plus pour moi. Ouais. C'est plus. Mais après, quand t'es au centre, en vrai, tu vis ta vie de centre. Genre, tu ne te projettes pas encore sur mon passage en pro. En tout cas, en U17, quand tu commences à être en U19, tu penses pas encore à être dans le groupe pro. Tu penses à aller t'entraîner une fois ou deux. Ouais. Déjà content. Donc, là, c'était plus concentré sur tes années au centre. U17, U19, c'est déjà des championnats très relevés, genre. Et faut être au rendez-vous. Donc, ouais, t'es plus concentré là-dessus. Quand t'as l'opportunité, tu vas en pro, t'essaies de montrer ce que tu sais faire. Mais après, c'est des vrais joueurs qui sont là. Ouais. Et ça veut dire, je pense au début, en tout cas pour ma part, les premiers entraînements en pro, t'es en difficulté. Ils sont trop forts. Tu vois, ils sont trop forts. Mais par contre, ça te permet de progresser vite. Et je pense que c'est ce que tu te dis. Genre, si j'arrive à aller juste m'entraîner un peu plus souvent avec eux, je vais progresser grave vite. Tu vois. Est-ce que tu as réussi, toi, à intégrer le groupe d'entraînement avec les pros? J'ai jamais réussi. J'ai fait que des trêves. Genre, je sais pas combien de jours. Je dirais, allez, 7 jours d'affilée avec eux. Je dis au hasard, genre 7, 8, 7 jours. Une semaine avec eux. Parce que les autres internationaux. Et là, c'est ce qui est bien. C'est que ils étaient tellement forts qu'il y avait la plupart de l'équipe, si ce n'est toute l'équipe, était internationale, tu vois. Ouais. C'est-à-dire, beaucoup, on allait en pro. Donc, au moins, le coach, il nous voyait. On n'était peut-être pas avec les plus forts de l'équipe première, mais on était quand même avec des joueurs qui étaient forts, tu vois. Ouais. Donc ouais, juste le fait de s'entraîner. Donc, du coup, j'ai dû faire quelques trêves, tu vois, avec. Mais je faisais pas partie des 2-3 qui allaient s'entraîner ou qui ont intégré le groupe pro, peut-être pour la pré-saison, des trucs comme ça, j'ai jamais fait. Et juste pour que les gens qui écoutent se resituent, c'est qui ces 2-3 là qui ont, je te pose les 2 questions après je te laisse répondre, c'est qui ces 2-3 là qui ont réussi à intégrer déjà le groupe d'entraînement après avoir s'ils ont signé pro ou pas, et pourquoi tu penses avec le recul là, pourquoi toi t'as pas réussi à intégrer ce groupe d'entraînement?
Ouais. Les 2-3, je pense déjà il y a Kingsley sûr. Ouais. Très, très tôt. Quand Ancelotti, peut-être, il a commencé à s'entraîner. Avec Laurent Blanc, il était dedans, je crois. Si je parle avec les 95, il y a Presnel qui les a intégrés aussi. Ok. Il y a qui encore? Rabiot, très vite. Ouais. Après, il est parti en prêt, mais très vite aussi. Après, il y a Ervin Ogenda, par exemple. Ok. Parti vite. Moussa Dembélé, avant qu'il parte, il avait déjà fait des entraînements avec les pros. On était encore en U17 première année. Ok. Donc, ça, faut le faire. Ouais. Et pour le coup, toi, parce que je te pose pas la question pourquoi t'as pas signé pro, parce que ça, pro, c'est encore une autre étape. Ouais. Mais pourquoi tu penses qu'à l'époque, t'as pas réussi à intégrer le groupe d'entraînement, déjà? Je pense, j'étais déjà plus jeune, j'avais beaucoup de sauts de concentration. D'accord. J'ai encore une attitude un peu nonchalante ça c'est mon identité un petit peu, entre guillemets. Mais c'était trop présent quand j'étais jeune. Genre, quand j'étais plus jeune. J'étais un peu nonchalant. Je pense que j'ai pas travaillé comme il fallait. En fait, je me reposais sur mes lauriers un peu. Je pose et je creuse là-dessus parce que c'est là où je pense qu'il y a le plus gros potentiel d'influencer des gens. Parce que tu donnes des conseils à un mec comme moi qui a 29 ans. Vas-y, mais moi, la Ligue 1, c'est mort. c'est fini. Tandis que peut-être qu'un petit de 18 ans qui écoute ça peut changer la trajectoire de sa carrière. Tu dis t'étais trop nonchalant. Parce que t'as dit ça faisait un peu partie de ton identité. Ouais. Est-ce que t'en jouais un peu à l'époque? Genre on te le disait et puis t'étais en mode c'est moi, je suis comme ça. Tu vois, limite tu tires un peu de la fierté à être ce mec-là. Ouais, en fait bête dans le sens où vas-y, t'es nonchalant. Ah, je suis nonchalant. Ça veut dire en mode comme je suis nonchalant, ça paraît un peu simple pour moi. Puis après, je suis serein. Alors que pas du tout. Tu vois, alors que moi, genre surtout quand j'étais jeune, plus jeune, j'avais beaucoup de pression, de stress, tu vois. Ok. Donc c'est un peu paradoxe, c'est contradictoire un peu. D'accord. Genre, ok. J'ai beaucoup de stress, mais la manière dont tu me vois jouer, genre je suis nonchalant, un peu en mode lent comme ça, et du coup c'était contradictoire. Mais au final, ce qu'on voit, c'est pas ce que tu ressens, c'est ce que tu es en train de proposer sur le terrain. Et ouais, j'étais trop nonchalant, je travaillais pas assez parce que je disais je sais faire ça, alors que j'avais en plus des lacunes sur certains trucs et tout. Et ça, même au PSG, dans un environnement dans un environnement aussi pro, on te laissait rester comme ça, ou il y avait des gens qui essayaient de te changer et c'est juste que t'avais la tête dure? Non, en fait, moi, j'ai pas un caractère, genre une tête dure, tu vois. Mais on me l'a dit et répété par surtout les coachs et tout. Mais moi, en fait, j'arrivais pas trop à lutter avec ça. Genre, pour moi, c'était moi. Je joue comme ça, je suis comme ça, tu vois. Après, là, c'est quelque chose qui m'a accompagné longtemps, même en pro, tu vois. On m'a dit encore il y a pas longtemps, peut-être on peut me reprocher sur certaines attitudes, tu vois. Le naturel revient au galop, comme on dit. Tu vois, faut vraiment que je fasse attention à ça à chaque fois, tu vois. Mais on me l'a beaucoup reproché quand j'étais jeune. Il y a des éducateurs, ils ont tout fait pour. Ils m'ont aussi sanctionné par moment. Je sais pas, moi, je te fais un exemple. Il va dire t'as pas envie de t'entraîner, ok, vas-y, va courir. Mais j'ai rien fait. Ouais. Et là, je retourne un peu plus excité, bizarrement, tu vois. Et tu vois, c'est des trucs faut lutter avec. Enfin, à ce moment-là, maintenant avec le recul, je me dis j'aurais dû écouter. Tu vois, par exemple, une différence avec Presnel, par exemple, puisqu'on est presque de la même génération. Lui, c'est un gars, comme on le voit aujourd'hui, il a toujours eu la niaque, la dalle. Tu vois. Et ça fait la différence aussi, surtout à notre poste. Tu vois. Donc, en plus de ses qualités techniques et tout, il a la dalle. L'attitude et tout ça, je pense que c'est un truc qui joue dans tous les centres de formation. Si tu vois un jeune, il se la donne, il fait les efforts, il parle pas. Alors que moi, je peux, on court encore, j'étais comme ça, genre. Et lui, c'est là. Et du coup, ça fait la différence. Quand ils ont à faire un choix entre les deux, lui, il nous apporte plus de certitude parce qu'on sait qu'il va être toujours dans le bon état d'esprit. Or que l'autre, des fois, il est un peu comme ça.
Tu vois. Et ça en plus j'en parlais avec des gars, mais c'est un truc quand je parle à des jeunes défenseurs, je le dis souvent. Pour un défenseur, l'image que tu renvoies, elle est trop importante. Il y a des gens des fois ils perdent leur duel, mais juste la manière dont ils perdent leur duel, t'as l'impression qu'il est toujours là. Alors qu'un autre, il va gagner ses duels, mais comme t'as dit, s'il est un peu trop nonchalant, on se dit ah mais lui je peux pas compter sur lui, tandis que l'autre qui est un peu qui envoie une image de guerrier, bah bizarrement on lui fait plus confiance. Ouais, en fait c'est ce qu'on voit, tu vois. Ouais. On voit l'autre, il a gagné son duel avec agressivité, avec Mmh. ah non, lui là, c'est un soldat. Ouais. L'autre, il va faire la même chose. Enfin, il va gagner le duel, il va le gagner, hein, mais d'une manière un peu, allez, plus propre. Tu vois, tu vas dire, ouais, c'est bien, il a gagné le duel, mais c'est pas impressionnant. Voilà. Et un défenseur, il doit être quand même impressionnant dans ses interventions. Et c'est ce qui fait la différence, tu vois. Ok. Donc je pense que c'est ce qui a manqué, peut-être pour toi à cette période-là. Ouais. Et quand t'arrives, donc au final, tu décroches pas ton premier contrat pro avec eux, au Paris Saint-Germain. Si je l'ai. Ah. Et ouais, en fait. Ok, dis-moi. Voilà, je vais te dire. En fait, tu vois, à ce moment-là, nous, pour avoir un contrat pro, c'était quand même compliqué. Ouais. Pour avoir le vrai contrat, je parle, il y a un contrat qui est un contrat réel. C'est que ils te mettent le contrat, c'est 3 ans, c'est directement 3 ans. Tu vas faire la prépa avec les pros. Ça veut dire que toi, ils t'ont mis dans leur viseur. Après, on va voir la prépa que tu vas faire, les entraînements que tu vas faire avec eux. S'ils voient que il y a un fort potentiel, tu restes avec nous. Ce contrat-là, tu vois, tu vas jusqu'au bout, tu le prends. Ça, tu dis, ça c'est le vrai contrat. Le vrai contrat. Ok. Après, il y a le faux contrat qui donne le faux contrat qui reste un contrat pro, hein. Le contrat qui donne aux joueurs je pense, aux joueurs que, en gros, lui, on va le mettre en réserve, en CFA à l'époque. En CFA, il va encadrer la CFA avec son contrat d'1 an plus 2, genre. 1 an plus 2 ans en option. Après ça, on voit. Et en gros, tu vois, cette année-là, tu vois, tu t'encadres un peu l'équipe réserve avec les U19 qui montent, du coup. Et après, franchement, c'est très rare qu'en gros de ça, tu passes avec et t'exploses. Tu vois. Ok. Mais ça, c'est vraiment pour te garder. Avec un contrat, t'es content parce que aussi ton âge il est passé, t'as plus le contrat aspirant, t'as le contrat maintenant pro. Ils veulent te garder pour faire quelque chose de toi dans la réserve, mais pas. Ouais. Et c'est ça que j'avais. Donc, j'ai signé un contrat de pro 1 an plus 2 ans en option. J'ai fait la première saison et en fait après je voulais jouer en pro, tu vois, genre ça faisait déjà. J'ai été un peu surclassé en réserve, en CFA. J'étais encore deuxième année deuxième année U19. J'avais déjà fait une saison avec la CFA et du coup moi je voulais jouer en pro, tu vois. Donc j'ai tout fait pour avoir les 2 ans en option et de partir. T'as ton contrat pro. On va dire, tu dis c'est le faux contrat pro, mais t'as un contrat pro quand même. T'as le contrat pro du Paris Saint-Germain. C'est quoi les options que t'as à cette époque-là et pourquoi tu fais le choix que tu fais? Ça c'est les questions que j'ai parce que comme je t'ai dit, quand j'ai regardé la fiche, il y a des trucs que tu comprends pas. Ouais, je me dis mais là fallait tourner à droite, pourquoi il a tourné à gauche? Je suis totalement d'accord avec toi. Bon après d'abord, tu vois les chemins que j'ai pris, dans tous les cas moi je rends grâce à Dieu, genre tu vois, dans tous les cas peu importe là où je suis, c'est parce que je devais être là. C'est clair. Maintenant, si on veut expliquer les choses, ce qui se passe c'est quoi? Déjà avant que je signe mon contrat pro, j'ai la chance d'aller en équipe de France pour faire le Toulon. En U20. U20. Ok. Déjà là, j'arrive dans une équipe, tous les gars qui sont là, ils ont déjà signé pro, mais des vrais pros. Il y en a qui sont déjà en pro. Ouais. Là, moi, quand je fais ce tournoi-là, déjà, je me dis, là, après ce tournoi-là, normalement, je sais. C'est là. Il y a qui, juste qu'on se resitue encore, il y a qui avec toi dans ce tournoi-là? Joe Bamba. Mokhtar Diakhaby. Rolly Pereira qui est à Sochaux. À Sochaux maintenant. Ouais. Il y a Lys Mousset qui est à ce moment-là en première ligue, je crois. Première ligue, je crois. Où il venait de signer là-bas. Il y a Olivier Kemen. Ok. Sega Koulibaly qui est parti à LA Galaxy maintenant. D'accord. Abdou Diallo. Ok. Angelo Fujini. D'accord. Serhou Guirassy.
Ok. Bref, une équipe comme ça, là. Aujourd'hui, tous ceux qui étaient là, je crois qu'ils sont tous pros dans la division, ils sont tous pros. Ouais. Tous étaient pros à un moment donné. Et du coup, ouais, je fais ce tournoi-là, je me dis là, après ce tournoi-là, je vais signer. Là, je vais signer quelque chose. Soit c'est avec le PSG, là, quand je rentre, ils m'appellent, ils me disent non, on te fait signer un vrai contrat là. soit un autre club, parce que c'est sûr, c'est Toulon, c'est trop regardé, tu vois. Au final, à cette époque-là, je pense que j'avais, peut-être mon agent, il n'avait pas les connexions qu'il fallait. Ok. Bref, ça fait qu'il me dit quoi? Il me dit oui, le tournoi à Toulon, c'est un tournoi amateur. Non, amical. C'est un tournoi amical. Ouais, donc, mais du non. coup, ça compte pas vraiment. Crois pas que tu vas avoir un bon truc. Ça compte pas vraiment. Quoi? Monsieur, je suis pas d'accord. Monsieur, moi-même, je suis pas d'accord. Mais bon, à ce moment-là, voilà. Je sais pas, j'ai pas pris les bonnes décisions. Bref. Après, au final, donc, cet agent-là, il me fait il y a Paris qui demande à me faire signer le contrat, du coup, 1+2 là. Et à ce moment-là, en vrai, j'ai pas pléthore d'opportunités et de propositions. Donc, du coup, je signe au PSG. Ça fait mal. Je fais l'année en CFA, ça se passe bien. Et et du coup, après, là, j'ai Anvers. Non, au départ, j'ai le Nîmes Olympique, qui était en Ligue 2 et qui allait monter en Ligue 1. Mais du coup, la saison qui a suivi, je crois, ils sont montés. Peut-être un truc comme ça. Et, il y avait eux. Donc, c'était en Ligue 2 et Anvers. Et, les deux directeurs sportifs des deux clubs, ils s'entendaient assez bien. Donc, tu vois, c'était plus facile. Enfin, toute la négociation et tout était plus simple et elle a été un peu orientée, tu vois. D'accord. À Anvers. Toi, à ce moment-là, quand tu pars, ça m'intrigue de savoir, tu le vois comment ce move-là? Est-ce que tu te dis, bah tant mieux, là, enfin, je vais jouer à un niveau pro et puis c'est le début de mon histoire dans le monde pro? Ou il y a un peu de, là, je quitte Paname pour aller à Anvers. Là, au moins, il me fallait, je sais pas, moi, au pire, un Lorient ou un truc, Ouais, franchement, moi, je pense à ça. Là, moi, je me suis dit, non, peut-être que je peux avoir peut-être une Ligue 1, mais pas au tableau, mais juste une Ligue 1 où je suis bien. Ligue 2, à la base, dans ma tête, moi, je disais Ligue 2, non, je préfère Ligue 1, je pense que j'ai le potentiel pour aller en Ligue 1. Les autres, j'ai joué en équipe de France avec eux, j'étais titulaire la majeure partie de la compétition. Bon, ça veut dire que je suis un peu comme eux. Dans moi, les mêmes clubs. Bref, au final, il y a Nîmes, donc Nîmes, ça se fait pas, je vais à Anvers, et en fait, je me dis quoi? Je me dis, la Belgique, je sais pas trop la Belgique, hein, et tout ça. Et quand on est en France, c'est même pas diffusé, le championnat belge, par exemple. C'est clair. On a beaucoup de points d'interrogation sur la Belgique. En vrai, en tant que Français, en plus, on sous-estime un peu, on dit, vas-y, la Belgique, Belgique, c'est le champ de la Ligue 1, genre, presque, tu vois. Et après, je vois c'est quel genre de club. Bon, je le connaissais même pas à la base, Anvers. Mais quand je vais là-bas, quand je vois les installations à ce moment-là, catastrophe. Ah ouais? Catastrophe. Mais pourquoi? Parce qu'en fait, il m'explique l'histoire du club. C'est le club, ils appellent Matricule 1. C'est le premier club qui a été créé, apparemment. Ok. Et du coup, ce club-là, en gros, il est descendu en D2. Alors que c'était un club qui jouait l'Europe et tout. Il est descendu en D2 pendant 13 ans. Et là, quand j'arrivais, il venait d'arriver en D1. Ok. Venir. Et par contre, dès que j'arrive, ils me disent, écoute, là, maintenant, le club, il est comme ça. Tu vois, il est en construction parce qu'il était en construction. Je crois qu'il y avait 2 tribunes qui étaient là, mais les 2 autres, elles étaient en construction. C'est un chantier. Et même les bureaux, c'est des bungalows et tout. Je dis, mais c'est quoi ça? Ils disent dans 5-6 ans, on envisage d'être champion. Ok. Je dis, vas-y, ok, tout ça, ça parle. Mais en même temps, peut-être que c'est pas ce que je voulais à la base. Je suis quand même content de signer dans un club où je serais un joueur de l'équipe première. Oui. Là, un vrai pro. Je dis, ok, j'y vais. Le premier match, on joue contre Anderlecht. Là, Anderlecht, ça, c'est par contre, je connais. Tu vois. Ça veut dire que je fais le match, je fais un vrai match, et directement, ça me met dans le truc. Là, je suis à Anvers. Mon coach, il a fait des choses à ce moment-là.
Alors, c'est un coach qui est connu même en France, au Portugal et tout. C'était Ouais. Laszlo Bologna. Ok. Donc, il avait entraîné Sporting. Il avait été champion au Portugal, du Ouais. coup. Il avait entraîné Rennes en France et tout ça, de ça. Donc bon, c'est quelqu'un. Voilà. Le directeur sportif, c'était Donofrio, ancien agent de Zidane, qui a fait... Bref. C'est-à-dire, il y avait des personnes quand même autour. C'est-à-dire, je me suis dit, voilà. Bon, s'ils sont là, c'est pas pour rien. Ouais. Et on fait... Au final, ouais. Hein, au final, c'était... Je regrette pas du tout. J'ai passé 4 années là, 4 saisons. Mhm. Et même si, bon, c'était difficile par moments. Mais au final, franchement, c'était une vraie expérience. Là, tu dis au final, tu regrettes pas parce que ça a été une bonne expérience. Et je me dis, des fois, c'est le danger, en fait, quand t'as un regard trop extérieur, même dans ta propre carrière. Donc là, par exemple, tu sors de Paris, tu te dis, attends, je sors de Paname, je peux pas aller en Belgique et tout. Mais je me dis que si au final, tu vas là-bas, la réalité, c'est qu'avant de quitter Paris, t'avais aucune expérience du monde professionnel. D'aller en Belgique, ok, sous championnat si tu veux, mais d'avoir une expérience professionnelle et puis de jouer des matchs et puis d'avoir des stats, les stats les plus importantes qui sont les nombres de matchs joués, je me dis, tu ressors de là, t'es plus le même joueur, t'es plus le même homme, t'as tout gagné. Ouais, je suis totalement d'accord. En vérité, après, les critères de recrutement, par exemple, d'un club, il y a beaucoup de paramètres. Quand t'es un jeune là, que tu t'étais à Paris ou que t'étais à Rennes ou je sais pas où, bon, ça dépend des jeunes. Il y en a certains qui sont des gros talents. Ouais. Et que le club essaie de les pousser pour qu'ils jouent en équipe première. Donc ça, après, c'est un profil différent. Si t'as déjà avec ton club déjà, là, tu peux attirer d'autres clubs de la même division, un peu inférieur peut-être, mais de la même division. Mais quand t'as été formé dans un club, tu penses que quand t'arrives à l'âge de jouer en pro, t'auras toutes les portes ouvertes. Ça, c'est faux. En fait, comme t'as dit, un joueur de N2, tu restes un joueur de N2 à la base. T'as prouvé que en N2. Et encore, ça dépend si t'as prouvé vraiment ou pas. Mais t'as joué que en N2. Donc du coup, dans l'œil des clubs là, t'es un joueur de N2 qui a le potentiel pour jouer. Mais là, attends, un transfert, c'est plus genre je joue à Drancy, je suis parti à Montfermeil. Non, là c'est ils mettent l'argent sur toi, beaucoup d'argent. Même quand c'est des transferts à 500 000 et tout, le club s'il met 500 000, c'est parce que c'est un club pour qui 500 000 c'est quelque chose. Ouais. Donc du coup, ils mettent de l'argent pour toi et ça, tu dois le rentabiliser. Ils sont pas sûrs de toi, t'as jamais joué dans cette division, peut-être que tu as joué, t'as même pas le niveau et tout. Ça implique beaucoup de choses. Ouais, c'est clair. Et quand t'es jeune, tu vois, moi je suis sorti de Paris. Paris à ce moment-là, en plus là les Qataris étaient là depuis des années maintenant. Je sors de Paris, genre je peux bomber, tu vois, parce que c'est un gros club. Mais c'est pas facile, hein, c'est pas comme ça. C'est pas si simple. Et au final, tu le vois encore maintenant, tu vois, il y a des jeunes qui flambent en jeunes et quand ils arrivent en pro, ils arrivent plus, tu vois. C'est clair. Tu fais les 4 années à Anvers. Ouais. C'est quoi le plus gros truc que tu penses que t'as appris là-bas? Le plus gros truc, les hauts et les bas. Genre à quel point, genre tu peux d'une saison à l'autre passer de, je sais pas moi, l'espoir de l'équipe, on va dire un des grands talents ou un talent à plus rien. Genre enfin plus rien, on peut te mettre à la cave pour rien du tout. Enfin, de côté pour rien. Ouais. Tu peux passer d'une saison où tu as joué tous les matchs à une saison où à partir d'août, tu joues plus jusqu'à l'année prochaine. Tu vois, j'ai appris c'est les premières fois où par exemple, il y a un match le week-end, le coach il me prend pas, mais il me prend pas du tout dans l'équipe. Genre c'est même pas je suis remplaçant ou en tribune. Déjà tribune, j'ai connu la tribune maintenant. Le 19e par exemple, je sais pas combien. Ou sinon, t'es pas convoqué, tu rentres chez toi. Et ça, tu peux le connaître quand, par exemple, t'es un jeune en pro dans ton club, par exemple, formateur, t'es jeune, t'es dans l'équipe, t'es intégré dans le groupe pro, mais vas-y, mais tu joues presque jamais, t'es jamais dans le groupe, tu vois. Moi, ça m'était jamais arrivé au PSG. Moi, j'ai eu la chance de toujours être, je joue. Le banc, je connaissais même pas. Faire une rencontre sur le banc, j'avais jamais fait. Tout ça, là, le monde pro. Le coach, il a déjà un joueur à ton poste. Vas-y, je m'en fous de toi, je t'en garde même plus. Alors que la première saison, j'étais le titulaire indiscutable, tu vois. Donc, ça a commencé très bien à Anvers. Parce que j'ai fait une première saison en pro, 32 matchs. C'était beaucoup. J'ai tout joué. J'étais juste blessé un petit peu en hiver, mais sinon, j'avais tout joué. À
une autre saison à 8 matchs. Après l'intervalle entre mon dernier match de la deuxième saison et mon premier match de l'autre saison, c'était 11 mois. J'avais fait 11 mois sans jouer. Ouais. J'ai joué pendant juste le mois de août. Et après, plus rien. Après, j'ai plus joué. Et ça, est-ce que t'as eu une réponse à savoir pourquoi? Non, j'ai essayé de savoir pourquoi. J'ai parlé avec le coach et tout, Ouais. et tout, mais les coachs, en vérité, ils disent ce qu'ils ont envie de te dire parfois. Tu Ouais. vois. Je veux savoir si tu peux utiliser cet exemple-là ou d'autres exemples que tu as connus dans ta carrière. Mais j'ai envie de savoir comment toi tu l'as vécu ça, parce que moi, de mon point de vue de joueur, je me dis les coachs, même si le coach il te dit quelque chose qui fait mal, je te fais pas jouer parce que l'autre il est meilleur que toi. Point. Ça fait mal à entendre parce qu'on n'aime pas entendre ça, mais tu sors de là en te disant ok, je respecte, il me l'a dit et maintenant au moins je sais ce que j'ai à faire. Ouais. Ce qui fait mal, c'est quand t'as l'impression que le coach il te fait tourner en bourrique. Ouais. Il te raconte ça parce que j'ai pas envie de te blesser, j'ai même pas envie de me casser la tête avec toi. Ouais, tu joues pas parce que t'as levé les bras la dernière fois. Attends, mais l'autre il lève les bras aussi et il joue. Et c'est là où tu rentres dans un truc où ça t'a pourri le cerveau. Est-ce que t'as connu ça à d'autres moments dans ta carrière? Et au final, est-ce que toi en réfléchissant, est-ce que toi t'as réussi à trouver une réponse? À savoir pourquoi. Est-ce que tu as une hypothèse au final? Hypothèse, non, en vérité, en fait, les coachs aussi, on peut pas. C'est vrai que pour aller dans leur sens un petit peu, un coach, il peut pas toujours se justifier tout le temps, parce qu'au final, ça voudrait dire que je sais pas combien, les 10 ou 12 qui jouent pas ou qui sont pas titulaires, faudrait leur expliquer pourquoi. Ouais, mais 11 mois, c'est long quand même. Je suis d'accord avec toi, mais 11 mois. 11 mois, il faut une réponse. Non, moi, franchement, là, le coach, il aurait dû, à ce moment-là, être courageux et dire ce qui allait pas. Or que, lui, ce coach-là, il voulait rien savoir. Et presque à ce moment-là, il était un peu gêné quand il me croisait dans les couloirs. Tu vois? Ouais, je vois. Il me regarde pas. Parce que, au final, ce même coach, c'est avec qui j'avais joué la première saison. Tous les matchs, et genre, il parlait avec moi vraiment, genre, c'est presque, si tu fais bien les choses, tu vas faire une très grande carrière. Le problème dans le foot, c'est que les coachs, ils ont une grande part de responsabilité sur une carrière de quelqu'un. Soit il te fait briller parce qu'il te donne toute la confiance du monde et il te fait jouer quand tu fais une erreur. Et il faut forcément que, voilà, il tire le meilleur de toi-même. Et si t'as un bon joueur, ça va se voir. Soit il t'enterre. Ta tête, elle lui revient pas, il te met sur le côté et tu joueras jamais avec lui. Ouais. Tant qu'il est le coach de ton club, tu joues pas. Et si tu joues pas, c'est difficile de partir même. Tu vois? C'est clair. Donc ouais, les coachs, ils ont une grande responsabilité. Et là, il n'arrivait pas à m'expliquer parce qu'aussi, il n'y avait pas d'explication. Je pense que là, moi, j'essaie de me donner réponse, mais tu vois, c'est quand ça vient de nous-mêmes, tu deviens parano, en fait. Ouais, c'est clair. Ou t'accuses. Ouais, mais attends. Le jour où il a fait ce choix-là, moi, je suis arrivé, j'avais mis un pantalon, l'autre, il avait mis un short. Ouais. Après, tous ces trucs-là, en fait, tu commences à être fou. Tu te dis, mais c'est moi ou c'est pas moi? Ouais. Comment ça se fait? Après, je pense à ce moment-là, j'étais plus jeune et moins courageux d'aller parler avec le coach et dire, vas-y, parle. Et, bon, forcément, qu'après, à la longue, ça devient difficile. Tu t'entraînes, mais tu sais que tu vas pas jouer. Tu commences à avoir des gestes peut-être d'humeur, genre, je sais pas moi, t'es un peu la tête baissée, tu deviens un peu plus aigri, genre, tu vas te faire une réflexion, tu vas le prendre. Et après, tu rentres dans un engrenage un peu comme ça, où ça se passe mal, du coup. Et comment t'es sorti, toi, de cet engrenage-là? Moi, ce qui m'a sauvé, c'est un coach, il est arrivé encore. Ok. Un coach, il arrive. Direct, je marche vers l'entraînement comme ça, il vient me voir. Il me dit, viens voir. Pourquoi tu jouais pas? Je sais pas. Première saison, je jouais. Après, j'ai une blessure, certes. Ça, c'est vrai. Une blessure. J'ai une blessure j'ai raté le premier mois de la deuxième saison. Et du coup, après, ils sont partis sur autre chose. Mais après, quand ça va pas, en général, tu peux essayer de faire des changements et figer. Et, il me dit, pourquoi tu joues pas? J'ai dit, franchement, je sais pas. Là, il y a un truc bizarre, mais je sais pas pourquoi je joue pas, en tout cas. Et il me dit, ok, avec l'autre coach, tu jouais pas, mais avec moi, tu vas jouer. Je dis ça. Là,
forcément, ça me rafraîchit. Genre, tu vois, j'ai à nouveau de l'énergie pour aller. Et ce coach-là, il m'a remis. J'ai joué avec la concurrence aussi, voilà, avec des hauts et des bas, mais j'ai beaucoup joué, beaucoup plus. Et c'est là, ma 4e saison, on a joué l'Europa League et tout ça, donc ça a été une année où j'ai sorti la tête de l'eau. Ouais. Et il y a un autre virage après Anvers où tu pars au Portugal. Ça faut que tu nous l'expliques aussi. Parce qu'en soi, tu pars de la France, tu vas en Belgique, y a pas de souci. Après, tu reviens en France. Ouais. T'as parti 4 ans, t'es revenu à la maison, c'est bon. Tu vas en Espagne, ouais. Tu vas en Angleterre, ouais. Là, tu sautes la France pour aller jusqu'au Portugal. Pourquoi faire? En vrai, c'est tout pour la première partie du 43e épisode. Si vous avez des questions, que ce soit pour moi ou pour Dylan, je vous laisse nous les poser dans les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche des notifications pour être sûr de ne pas rater la 2e partie du podcast qui sort dimanche prochain. En attendant, je vous invite à me rejoindre sur TikTok pour du contenu exclusif, sur Instagram pour des interactions quotidiennes. C'est tout pour moi. Et en attendant la prochaine fois, peace!